le monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films. Et vous levez votre cul parfois? Non, c'est un confort fabuleux, le cinéma. Ah c'est bien, refaites-le bien. Bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui vous fera avoir un accident vasculaire cinématographique. Deuxième partie de l'émission du coup sur les films à l'affiche. Si vous n'avez pas encore écouté les premières parties sur Avatar, je vous invite à le faire. Et puis on va donc vous parler de trois films qui sont sortis cette semaine, 3 films à l'affiche. Et puis écoutez, on va commencer tout de suite avec Falcon Lake. C'est parti pour Falcon Lake. T'es pas seul là, il y aura toujours ton fantôme. Falcon Lake. Alors Bastien, un jeune adolescent français de 14 ans, rencontre Chloé, une jeune adolescente canadienne de 16 ans. Ils vont nouer une relation particulière, intime, proche, presque amoureuse, mais qui ne sera pas consommée. Et dans ce Québec un peu fantaisiste et fantastique, où plane une histoire de fantôme, on va avoir une belle chronique d'une jeunesse qui apprend à vivre et à aimer. Nathan, est-ce que tu veux commencer à donner ton point de vue, ton opinion sur Falcon Lake ? Bah ouais, pourquoi pas. Alors Falcon Lake, je l'ai vu avec Mathéo qui nous a laissé pour cette émission, donc je vais un peu parler en son nom, parce qu'on a eu à peu près le même avis sur le film. Mais en fait, à un moment pendant le film, je me suis retourné vers lui, j'ai mis un coup de coude et je lui ai dit « Putain, j'adore, je passe vraiment un bon moment ». Et puis la première chose qui m'est venue en tête après avoir vu Falcon Lake, c'est la comparaison facile qu'on peut faire entre ce film et le fameux Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Là où je trouve que Charlotte Le Bon arrive à atteindre un point que le réalisateur italien frôle dans Call Me By Your Name, c'est que avec une écriture qui est extrêmement efficace et qui passe beaucoup par la subtilité, je trouve qu'elle montre vraiment tellement bien ce que c'est qu'un amour de jeunesse dans tout ce qu'il a de plus fort et en fait dans tout ce qu'il a de plus pur, et c'est magnifique. On a des scènes, des regards qui sont super beaux parce que en plus de cette subtilité, c'est tellement naïf, et cette naïveté en fait est tellement réconfortante. On se reconnaît tous un petit peu en ces deux personnages, ou au moins en Bastien, parce que je suis un mec et puis parce que c'est quand même le protagoniste de l'histoire. Charlotte Le Bon a réussi à le rendre particulièrement attachant et à créer beaucoup d'empathie pour lui, et c'est vraiment magnifique. Toute la caractérisation des personnages est extrêmement bien menée, déjà pour Bastien comme je viens de le dire, mais aussi pour Chloé, qui en fait au début apparaissait un peu comme une adolescente basique et chiante, mais qui finalement va s'avérer comme quelqu'un de profondément sympathique, de mal dans son corps, mal dans sa peau et mal dans sa tête, qui d'un côté va traîner qu'avec des gens plus âgés qu'elle, qui la voient comme un objet de désir, et elle en souffre, mais d'un autre côté il y a ce Bastien qui, plus jeune, ne la voit pas encore comme ça, et justement ça lance les bases de toute une intrigue que je trouve vraiment sublime. C'est vrai que je te suis beaucoup là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un film très doux et intimiste qui porte sur les ambiguïtés des relations adolescentes. C'est un film sensible et qui nous fait, nous aussi, être sensibles. Pour le coup, il est très contemplatif, mais c'est pas dérangeant. On a l'impression un petit peu de partager ses vacances en famille, comme si on se remémorait des souvenirs qu'on n'a jamais eus. Et ce que tu abordais tout de suite par rapport au regard de désir de Bastien sur Chloé, qui n'est pas un regard de désir sexualisé, sexualisant, mais un regard de désir pur, un espèce d'amour... je sais pas s'il est vraiment platonique, mais un amour un petit peu universel. Non, il y a beaucoup de sensualité, de désir. Exactement, mais il est pas forcément sexualisant d'une manière négative. Je trouve ça quand même assez important parce qu'on a une thématique assez importante qui est soulevée dans le film, qui est la thématique du slut-shaming. C'est, en gros, stigmatiser, culpabiliser ou disqualifier toute femme dont l'attitude ou l'aspect physique serait jugé provoquant ou trop ouvertement sexuel. Ce qui se passe notamment avec Chloé, quand tout le monde demande à Bastien, et se demande de manière générale si elle a fait sa première fois, si elle a enfin couché avec quelqu'un, on sent vraiment la pression derrière, la pression adolescente autour de la première fois, des premières relations sexuelles. Bon, alors quand même, pour contextualiser un petit peu, pour donner mon point de vue aussi, Falcon Lake, c'est un film québécois déjà. C'est un film franco-québécois,
avec une partie du film qui est tournée avec des acteurs québécois. Qu'on comprend mal. On comprend mal qu'ils sont Dont on a d'ailleurs besoin des sous-titrés. Ils sont sous-titres. sous-titrés. Mais le film, on l'a vu en Voilà. version originale sous-titrée. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est considéré comme une langue étrangère. C'est vrai qu'en fin de temps, il y a du vocabulaire qui est quand même très spécifique au Oh, Québécois. encore là, ça va, ils ont une langue qui est quand même assez proche Ouais. de la nôtre en vrai. Bon, en dehors de ça, c'est vraiment bien de voir des films québécois parce que je crois que c'était quasiment le premier film québécois que je vois. C'est Ah ouais T'as jamais vu de film de Xavier Dolan? Bah non, du coup. Voir Oh, sa mais filmographie, France. c'est extraordinaire. Malheureusement, ça me c'est manque magnifique. beaucoup. Donc, ça c'est Bien cool sûr. vraiment de voir des films aussi en québécois. Pourquoi est-ce qu'on parle de fantôme? Pourquoi est-ce que le film a une pseudo-intrigue de fantôme? C'est parce qu'en fait, la jeune fille imagine ou crée une histoire qu'elle raconte à tout le monde qui serait que un jeune garçon ou quelqu'un en tout cas serait mort dans ce lac et viendrait hanter les personnes qui s'y rendent l'été. Et donc ça fait un peu teenage movie avec ces adolescents qui se retrouvent auprès de leur maison de vacances l'été au Québec comme ça avec leurs parents. C'est super sympa. Il y a une scène aussi de soirée dans laquelle ils font la fête et en fait c'est le début des découvertes de l'adolescence, le début des découvertes de la drogue, enfin pas vraiment de la drogue mais de l'alcool, de la cigarette et puis également Des du joints. désir. Des joints, Des joints. ouais, Ah oui, des des joints. joints quand même, c'est vrai qu'il y a des joints. Mais le désir naissant, c'est super intéressant. C'est 3 générations qui se rencontrent, enfin 3 générations, 3 types d'âge qui se rencontrent. Mais en fait, c'est le qui garçon, qui sont liés. Ouais. C'est la jeune fille qui fait le lien entre ces 3 âges différents. C'est elle qui a 16 ans, les garçons qu'elle fréquente qui ont 19, 20 ans, ouais. et puis Bastien qui a 13 ans en fait. Donc du coup c'est un mélange entre ces trois âges. C'est super intéressant parce que du coup on décrypte un petit peu les phases d'apprentissage et de découverte de l'adolescence. C'est super intéressant, c'est très bien mis en scène. Visuellement c'est très beau, franchement la photographie superbe. C'est filmé en 4/3 donc c'est un format assez restreint, c'est un format presque carré. Donc c'est original au cinéma. Après qu'est-ce que je peux dire de plus? Franchement je vous le recommande vivement. Tout ce que j'ai à dire je pense là-dessus pour l'instant. C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec toi sur ce rôle qu'a Chloé de faire la transition entre 2 âges. Pour moi, c'est vraiment une jeune fille qui a envie à la fois de rester dans cet âge un peu merveilleux de l'enfance et en même temps qui a envie de grandir, qui a envie de connaître des nouvelles expériences un petit peu plus matures, si je peux dire. C'est vraiment un film pour moi qui nous replonge dans l'enfance et puis dans les mythes associés, dans cette espèce de pulsion scopique un petit peu morbide. On a envie d'en savoir plus sur l'histoire du cadavre. Ouais, On a des signes un petit peu avant-coureurs de ce qui va se passer. Je vous spoile rien, mais La En fin fait, est un peu prévisible. la fin est trop prévisible, justement. Je suis C'est entièrement d'accord, un et des c'est la seuls seule points déception du négatifs. film, ouais. Exactement, c'est que la fin est un tout petit peu trop Mais après, prévisible. c'est le but, c'est super sensuel et tangible. On sent un petit peu tout le long du C'est film ça. une tension Exactement. amoureuse, sexuelle qui se. Et puis une tension de traduit, mort euh, aussi. Une À, tension de à mort, plusieurs c'est moments, on a vrai. l'impression de voir des c'est cadavres, on a normal. l'impression de voir des fantômes, et Puis finalement, même, non, ça il n'en joue est pas. souvent au cadavre. Exactement, c'est ce que Et je dis, ouais. justement, ça prépare trop la fin, je trouve. C'est ça. Mm. Et mais en même temps, je trouve que dans la manière dont elle est amenée, la fin est trop prévisible, mais je la trouve plutôt pertinente dans le film, Ouais. film narratif. Ouais, Et puis la séquence de fin, elle est particulièrement poétique quand même, je tenais à le dire. Ah, Je la moi, trouve l'aime absolument pas trop. magnifique. Ah, Et si, en c'est même très- temps- c'est très beau, je trouve. Peut-être un tout petit peu cliché. Ouais, moi je la trouve trop facile. Bah moi justement la fin, je la sens pas venir en fait. Donc Mais- peut-être que je suis un mais- peu trop bon public. Exactement, Victor est-il trop bon public. Il a juste passé un bon moment, il était content, il y avait un Bah, bon film c'est avec ça. des enfants qui étaient plutôt sympathiques. Bah c'est ça. Après moi je suis pas spécialiste du scénario, je suis pas penché particulièrement là-dessus, mais c'est vrai que je la sens pas venir et j'étais surpris. Genre, j'ai un peu roupillé aussi parce que c'était les 9h des Halles donc j'étais un peu fatigué. Oh non. Si, bon non j'ai pas roupillé, Quelle mais j'ai tristesse. fermé un peu les yeux, mais c'était très 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 beau. Mais après, c'est vrai que le film est assez lent. Mais j'aime bien, et en Ouais. fait, il a pas trop de dynamique. Mais même, ça va bien avec le personnage principal. Par exemple, on parle souvent, du coup, j'ai des cours de scénario et on parle souvent que ton personnage, il doit avoir un objectif fort et tout. Mais quel est l'objectif de Bastien? C'est un film qui est intéressant là-dessus, sur les sentiments que ça transmet sur l'adolescence, sur la manière de vivre, sur les appréhensions qu'on a aussi, je pense. Et je trouve pas que c'est un film contemplatif, je trouve que c'est un film d'apprentissage. C'est un peu comme un Bildungsroman pour le personnage de Bastien. En fait, on comprend que c'est l'histoire d'amour originelle, c'est la matrice en fait de Bastien, l'histoire avec Chloé. C'est l'histoire qui ne se réalisera pas et qui en fait servira de modèle à toutes les autres. Et donc c'est en ça que c'est un beau film en fait. C'est un beau film parce que c'est la découverte du désir, c'est la découverte de l'amour et c'est surtout la première fois métaphorique en fait. C'est
c'est la première fois émotionnelle en fait. Pour rebondir sur ce que tu disais, Nathan, c'est vrai que le personnage de Bastien est quand même assez passif. Il se laisse porter par les décisions de Chloé, notamment en ce qu'il s'agit d'aller faire la fête, de faire des activités, etc. Il attend vraiment qu'elle rentre pour pouvoir profiter d'elle. Parce qu'il a cette envie derrière aussi de grandir, de connaître le monde, de fumer ses premiers joints, de boire ses premières bières. Et en même temps, j'ai bien aimé le fait que le film dépeigne avec précision cette tranche d'âge adolescente qui a un rôle de transition. Notamment, justement, cette puérilité de Bastien dans ses répliques. Comme, par exemple, quand il vomit après avoir bu du vin et qu'il dit quelque chose comme non, mais parce que, en fait, j'avais mangé un truc avant qui m'a donné mal au ventre et... Enfin, c'est pas ce que tu crois et... Enfin, je trouve ça hyper... Faut essayer de garder la face alors que c'est bon, ça sert plus à rien de sauver les meubles, là. Et pour le coup, je trouve ça hyper réaliste. Bah, c'est un truc qu'on a peut-être tous plus ou moins connu. Exactement. Exactement. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est très rarement montré dans un film sur les adolescents. Par contre, ce qui est pas réaliste du tout, je suis désolée, mais c'est que quand on a 16 ans, on n'écoute pas du son aussi génial. Enfin, le son qui passe en soirée, excusez-moi, non quoi. C'est vrai que le son est vraiment bon. Et voilà, exactement. Et ça me permet de faire une transition toute faite avec ce dont je vais parler juste après, c'est que notamment les premières scènes de sexe, on voit quand même le regard féminin qui est derrière la caméra parce que on ne voit absolument rien. Je trouve ça bien, d'une part parce que les acteurs sont probablement mineurs, alors pas en ce qu'il s'agit de l'interprète de Chloé. Mais elle était sûrement mineure sur le tournage, voilà. Elle a 18 ans maintenant. Exactement. De toute façon, si on représente des enfants qui sont supposément mineurs, je trouve ça chouette de pas avoir de représentation sexuelle explicite. Ce qui m'amène tout de suite à faire le dernier parallèle avec un auteur dont je n'avais absolument pas envie de parler, mais dont Charlotte Lebon se revendique faire l'adaptation. C'est Bastien Vivès, donc un auteur qui assume totalement le fait de faire des BD pédophile. Et pour moi, il y a plus de sensibilité et de subtilité dans ce film de Charlotte Lebon que dans tout ce que n'écrira ou ne dessinera jamais Bastien Vivès. Donc en fait, je comprends pas vraiment pourquoi Charlotte Lebon se revendique s'inspirer de la BD Une sœur de Bastien Vivès. C'est un peu se tirer une balle dans le pied. En plus. Exactement, c'est franchement ce que j'allais dire. C'est la phrase que j'allais dire. Je trouve qu'elle se tire une balle dans le pied en faisant ça. Surtout Charlotte Lebon, que j'adore autant comme actrice que comme réal, et qui est criante de sensibilité particulièrement dans ce film. Et je comprends pas pourquoi faire le parallèle avec, au-delà de l'œuvre spécifique Une sœur de Bastien Vivès, avec l'intégralité de son œuvre qui est fondamentalement problématique. Bon, vous l'aurez compris, on vous recommande en tout cas Falcon Lake, mis à part ce petit bémol qui bien sûr est à relever, comme l'a fait Bleu. On vous laissera vous faire votre propre opinion sur le film, allez le voir, c'est un très beau film. C'est un film qui aurait sûrement figuré dans notre liste de films préférés de l'année, je pense, pour pas mal d'entre nous. Donc très beau film, allez le voir. Et on va de suite enchaîner avec 2 films en bref. Et le premier, ce sera Les Bonnes Étoiles de Hirokazu Koreeda. Voilà. Donc on va enchaîner avec Les Bonnes Étoiles, extrait de bande-annonce de suite. 아니 왜 우리 가족 여행을 방해하고 그래? 나 다 알아. 가족 아닌 거. 우성이 팔려고 그러잖아. 너 좀 더 찾아보면 더 좋은 조건의 상대가 있을 텐데. 뭐야? 눈썹이 왜 이래? 반드시 현행범으로 체포할 거니까. 저 다른 나라 야! 우성아, 우리랑 이제 행복해지자꾸나. 응? Alors, Les Bonnes Étoiles de Hirokazu Koreeda, c'est un film donc coréen réalisé donc par ce réalisateur japonais qui est Koreeda, qui va nous présenter l'histoire d'une jeune mère qui va abandonner son bébé qui va être récupéré par 2 voyous dans une église qui vont essayer de le vendre, et la jeune mère qui va essayer de récupérer ce bébé va les rejoindre et ils vont entamer un road trip dans toute la Corée pour chercher un acheteur à ce bébé, et ils vont se rencontrer, s'apprécier et nouer des liens qui vont devenir indestructibles. Alors Gaston et Nathan, vous êtes les seuls à avoir vu ce film. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot brièvement qui veut commencer ? Vas-y, Moi, Gaston. je veux bien enchaîner.
J'aime beaucoup Les Bonnes Étoiles de Koreeda. J'y suis allé en n'en attendant pas forcément grand-chose. Je connais très peu son cinéma. C'est le seul film de Koreeda que j'ai vu. Et pourtant, une claque. C'est un portrait des marginaux de cette société sud-coréenne. Une prostituée, donc, qui est la jeune mère, deux voyous. Tout ça dans des moments très poétiques. Alors parfois avec des effets un peu appuyés. À un moment j'ai dit à Nathan, bon par contre il va falloir qu'il arrête avec ce piano parce que là c'est beaucoup. Ah, la musique, elle était immonde. Ah bon? Ah, c'était super dur. J'irais pas jusqu'à dire immonde, mais elle était un peu appuyée. Ouais. Et Ça faisait vraiment mélodrame américain basique. pour le coup, sur tout le reste, par contre, le film est une masterclass. Il y a cet acteur qui s'appelle Son Kang-ho qui a reçu donc un prix d'interprétation à Cannes pour le rôle, qui est magnifique dans ce rôle d'un voyou un peu mûr, qui a dû laisser sa fille, qui est un peu seule et tout ça, qui se retrouve un peu avec une famille de substitution, avec son complice qui est un peu plus jeune, le gamin de l'orphelinat qui ramasse à un moment, et donc cette prostituée donc, qui est jouée par une chanteuse de K-pop qui s'appelle You et qui joue très très bien. Alors moi je ne la connaissais pas du tout. Je savais pas non plus. Et ben elle joue très très bien. Très cette très dame. jolie aussi. Elle est très jolie Oui. évidemment, mais elle joue très très bien Ok. aussi. D'accord, je pense pas que c'est une chanteuse. Très impressionné par sa performance. Ouais. Et le film est magnifique. Il nous permet de découvrir la Corée. Il nous permet de découvrir encore une fois donc ces marginaux. Et j'ai pas forcément 1 milliard de choses à dire, mais franchement, moi je suis pas forcément un amateur de la culture asiatique en règle générale. Alors, culture asiatique c'est un raccourci, mais même de la culture sud-coréenne, c'est quelque chose que je connais pas, qui m'intéresse pas forcément à l'origine, et pourtant c'est tellement beau, c'est tellement émouvant, c'est tellement poétique que moi je peux que vous recommander d'aller voir ce film. Ouais, c'est vrai. Puis, t'as parlé de deux bandits, mais en fait, c'est des voyous, mais qui sont très bien intentionnés. Ils essaient de trouver des meilleurs parents pour des enfants qui ont été abandonnés, et en plus, ils sont un peu de thunes là-dessus. Ils sont tellement attachants, c'est tellement beau. Puis justement, comme ce que tu disais, c'est un portrait des laissés pour compte en Corée. Et pendant le film, tu me disais, tiens, ils sont marrants les cassos coréens. Et oui, c'est vrai, ils sont très drôles. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est pas du tout comme chez nous, comme en fait en Occident. Et c'est hyper intéressant. Et puis même, pour le coup, j'ai vu quand même pas mal de films de Hirokazu Koreeda, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il a une mise en scène qui est incroyable et un traitement de la lumière dans sa photographie qui est superbe. On a une lumière qui est très douce, qui est juste magnifique et qui va accompagner souvent des plans qui sont assez larges, où ces personnages peuvent évoluer assez librement à l'intérieur. Et c'est hyper intéressant dans toute la galerie qu'il propose. Et puis même, je trouve que c'est un film qui frôle presque la perfection si on enlève la bande originale. Mais juste pour ça, je pense qu'avec Gaston, on est d'accord pour vous conseiller d'aller le voir. Et puis pareil pour l'équipe du podcast qui l'ont pas encore vu, parce que c'était vraiment pas... Pour moi, il fait partie de mon top 3 des films de cette année, je pense. Et si vous avez des daddy issues, vous allez chialer, ça a été mon cas. Écoutez, on vous conseille du coup, on vous conseille, hein, on est d'accord? Ouais. Ouais, on vous Ah conseille. oui, Bon, on vous conseille ce film. Et on va enchaîner avec le dernier film de l'émission, qui va être Pinocchio de Guillermo del Toro. People are sometimes afraid of things they don't know. I don't understand. Ah, we have found him, our star. Everyone shall love you and call your name Pinocchio. Pinocchio! I have something I'd like to give you. It is a school book which belonged to a very special boy. The boy you lost. Papa! Enough of this nonsense. Hey, where are you going? You tell him I love him. And I won't be a burden anymore. Hello? Du coup, Pinocchio de Guillermo del Toro, comme tu disais. Mais je crois qu'il y a que Bleu et moi qui l'avons vu, si je dis pas de bêtises. Exactement, malheureusement, j'ai pu voir que la moitié. Que moi. la première moitié. Il y a Nicolas aussi qui l'a vu, qui est pas là ce soir, Ouais. mais je parlerai à sa place brièvement, parce qu'il m'a fait quelques retours. Ok, bah merci, Enfin, parce que voilà, franchement, j'ai pas grand chose à dire, parce que le film a laissé assez de marbre, si je puis dire. Ok. Continue, du coup, dis-nous tout, Nathan. Grosso modo, le synopsis de Pinocchio que Gaston pourra malheureusement pas vous faire, parce qu'il a pas vu le film, bah, en fait, grosso modo, c'est Pinocchio, mais un peu différent.
Et voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus. Plus sombre, j'imagine. Ouais, voilà, le film aborde des thèmes un peu plus sombres, par exemple... Dark Nokio. Exactement. En fait, à la base, Geppetto avait un enfant qui est mort à cause de bombardements de méchants fascistes. Du coup, pauvre papa Geppetto était très triste et il était devenu très alcoolique entre-temps. Et du coup, il y a un ange qui décide de rendre le fardeau de Geppetto un peu moins lourd à porter et de donner la vie à un pantin qu'il avait dessiné complètement torché. Et finalement, bim, Pinocchio est né. Donc la mort est quand même un sujet qui est très dominant dans le film parce qu'en fait, ça devient la raison de vivre de Pinocchio. C'est quand même triste. Le mec, l'alcool, on l'avait pas du tout dans le film original. Non, hein. non pour le coup, il était... ouais, il picole... Ouais. Ok. Et en fait, c'est Pinocchio. Ça reprend la même intrigue. Il a modifié un peu en faisant quelque chose de plus sombre, en se l'appropriant quand même dans le style Guillermo del Toro. En fait, je pense qu'on se rapprocherait plus de sa période de le labyrinthe de Pan où on a quelque chose d'un peu fascinant. Si on recontextualise ça pour des enfants, je pense que ça peut mettre des fois un peu des gosses mal à l'aise ou les gêner un petit peu, mais je trouve ça pas très grave. Juste le film m'a laissé vraiment de marbre parce que j'ai pas réussi à vraiment m'y intéresser parce que déjà Pinocchio était assez désagréable, il est trop plein d'énergie, trop un adolescent un peu chiant. Et en plus, il a une voix qui est très désagréable. Et ça m'a vraiment... C'est en quelle langue, du coup ? En anglais. En anglais, ouais. Ok. Ouais. Avec un bel accent british que j'adore. Ouais. Alors que les mecs, ils sont vraiment italiens. Et je comprends pas pourquoi cet accent british. Par contre, ouais, autant si sur le fond, j'ai pas grand-chose à dire, parce que ça m'a vraiment pas touché. Sur la forme, putain, l'animation, elle est trop stylée. C'est du stop motion, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des petites marionnettes qu'ils ont fait bouger. Il a fallu, je crois que le... Image par image. Ouais, exactement. Je crois que le film compte 100 000 images. Waouh. C'est fou, c'est motion, fou. c'est toujours incroyable. Exactement. Et c'est impressionnant. Je trouve ça très beau. Je sais que Bleu, t'as pas été d'accord avec moi, que tu trouves pas l'animation... C'est du stop motion. Parce que l'animation paraît réellement être du dessin, pour le coup, des images de synthèse. T'as vu, c'est fou comme les mouvements ont absolument... aucun, j'ai dire flou, mais c'est pas ça, j'ai aucun terme technique. C'est mais pas, les ça, c'est pas mouvements saccadé quoi en fait. C'est exactement, super j'allais dire fluide, c'est exact. Putain, on est trop connecté, Victor. Les mouvements sont si fluides. Et puis par exemple, je sais pas, au tout début, quand justement Pinocchio prend vie et que Geppetto monte ou en fait se pète la gueule plusieurs fois sur son échelle pour monter à l'étage de sa petite maison. Putain, c'est le mouvement de chute et d'une précision incroyable. Juste du coup pour revenir sur ce que m'avait dit Nicolas, il n'est pas forcément dans la même lignée que vous sur l'appréciation du film. Il a vraiment adoré Pinocchio. Il m'a dit que c'était un film qui lui avait énormément plu, qu'il a trouvé l'animation magnifique. Bon ça pour le coup je pense que vous rejoignez un peu plus. Et puis après j'ai pas de détails spécifiques, mais il m'a dit vraiment qu'il tenait à en parler parce qu'il trouvait que c'était un excellent film vraiment. Après, il est fan de Del Toro, donc ça peut jouer aussi. Mais voilà, je voulais juste parler en son nom parce qu'il m'a demandé de le faire pour l'émission. Donc voilà, j'ai juste dit... En soi, j'ai pas détesté le film. Peut-être juste la partie comédie musicale. Ah ouais. Bah, tu m'as dit que c'était un truc qui t'avait dérangé. Oui, qui m'a dérangé, mais moi j'aime bien être dérangé. Ok. Bon, on vous encourage du coup à nous suivre sur Insta, à nous noter sur les plateformes de streaming et puis à voir le reste des émissions si vous ne l'avez pas encore fait. Nathan a les poings levés, il est content, la fin de l'émission arrive et puis comme on vous dit du Benz. coup comme avec Benz. Donc on vous dit à la semaine prochaine et puis surtout n'oubliez pas d'aller voir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique. Didn't finish? How did you get that idea?